Bonjour à tous, je suis Léo Bernier, je suis journaliste à La Tribune. Je vous souhaite la bienvenue à ce 10e anniversaire du Paris Air Forum, ici à la Maison de la Mutualité, en direct sur latribune.fr. Aujourd'hui, on va parler du secteur aérien français. Donc on voit qu'on est sur un secteur qui a connu une très grave crise il n'y a pas si longtemps et qui aujourd'hui est en train d'à nouveau atteindre des records. C'est un secteur qui est soumis à un ensemble de mutations qui vont probablement dessiner ce que sera le paysage du transport aérien français dans 10 ans. Et pour évoquer cette question, j'accueille aujourd'hui Damien Cazet, directeur général de l'aviation civile, Vincent Capo-Canellas, sénateur et questeur au Sénat, Pascal de Izaguirre, PDG de la compagnie Corsair et président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, et enfin Thomas Juin, président de l'aéroport de La Rochelle et président de l'Union des aéroports français et francophones associés. Peut-être pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Pascal de Izaguirre, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements. On n'aurait peut-être pas prédit il y a encore quelques mois ce que serait le transport aérien aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de savoir ce que sera le transport aérien français dans 10 ans ou on est dans une période de trop grande incertitude ? Alors, vous me demandez de faire la pitié, hein. On n'est pas à Delphes pourtant. Bon, donc je ne lis pas dans le mar de café. On va dire que, bien sûr, c'est une période de grande incertitude, hein. Mais je pense quand même qu'il y a quelques tendances qui se dessinent, hein. D'abord, dans 10 ans, le transport aérien français il sera encore plus vertueux qu'aujourd'hui, hein, puisqu'on sera évidemment dans la phase d'exécution de notre feuille de route pour la décarbonation de l'aérien avec l'objectif de zéro émission nette. Donc on sera dans un objectif intermédiaire, donc ça c'est le premier point. Deuxièmement, je pense que le transport aérien français il sera consolidé, il sera modernisé, et qu'on aura tous fait un effort assez considérable dans le renouvellement des flottes, et puis on aura de nouvelles innovations technologiques que les motoristes et les constructeurs auront apportées aux avions. Ce qui me paraît très clair aussi, c'est que l'intermodalité va énormément se développer, hein, donc on aura un report modal important de l'avion vers le train, qui affectera bien sûr le trafic domestique, hein, donc je pense que celui-ci à terme risque d'être réduit à sa portion un peu congrue, hein, c'est-à-dire quelques radiales très longues comme Nice et Toulouse, quelques transversales parce que là le train ne constitue pas une alternative. Je pense que ce report modal il affectera également le moyen courrier, hein, des lignes comme Genève, Londres, Amsterdam seront impactées. Sera l'impact sur le business model des compagnies low cost, hein, parce que les compagnies low cost ont quand même construit leur prospérité en partie sur le principe de voyage très fréquent, très court, hein, avec une forte consommation. Alors aujourd'hui, soyons clairs, le discours de sobriété dans l'utilisation de l'aérien, il n'a pas d'impact véritable. On n'en mesure pas la traduction dans le trafic et dans les comportements des consommateurs. Mais je pense quand même qu'au fil du temps, ce discours va percoler. Donc on aura un changement de comportement des consommateurs, on aura une autorégulation et on va s'orienter certainement vers moins de voyages et des séjours plus longs. Donc impact sur le low cost. Bon, sur le long courrier, il n'y a pas de report modal possible, forcément il n'y a pas d'alternative. En revanche, là aussi, une interrogation que l'on peut avoir, c'est l'impact sur la structure d'opération, avec une préférence peut-être pour les vols directs par rapport aux vols à escale. Alors, est-ce que ça peut impacter les structures de hub ? À mon avis, oui. Des compagnies, par exemple, comme les compagnies du Golfe, hein, qui construisent toute leur stratégie sur ce point-là, je pense que ça peut avoir un impact. Le trafic à faire va continuer de diminuer, hein, parce que les entreprises... Ah, j'ai pas de problème. Voilà, c'est bon, c'est rétabli. Non, si. Le trafic à faire va continuer de diminuer parce qu'on voit bien que toutes les entreprises sont très conscientes et très vigilantes sur leur politique RSE. Là aussi, évidemment, moins de missions, mais peut-être des missions un peu plus longues, un peu plus productives. La visio. Un autre élément qui me paraît clair, c'est que le transport aérien sera plus cher.
parce que de toute façon, on aura financé le surcoût de la décarbonation et donc nous serons obligés de répercuter une partie de ce surcoût sur le consommateur. Et le dernier point que je dirais, pour moi, c'est la question un peu fondamentale, puisqu'on parle de transport aérien français, c'est quelle sera la compétitivité du pavillon français. On sait que dans les 20 dernières années, c'est-à-dire pré-Covid, le pavillon français a perdu 1 point de part de marché chaque année, avec une régularité métronomique. Et on sait qu'également, ce transport aérien, il est un des plus taxés dans le monde. C'est ce que souligne IATA. Donc, il va y avoir le coût de la décarbonation, avec des menaces de taxation, des contraintes diverses et variées. Et le problème pour notre pavillon, c'est que si ces contraintes, elles ne s'appliquent pas à nos compétiteurs non français, non européens, il y aura une distorsion de concurrence. C'est pour ça que nous disons que les problématiques environnementales, elles doivent s'analyser aussi à l'échelon international et pas seulement européen. Et ça nécessitera bien sûr une politique d'aide qu'on espère très volontariste et proactive des pouvoirs publics. Vous avez fait toute la table en une question. Ça veut dire que j'ai un bon esprit de synthèse, voilà. Je me permets quand même de passer la parole aux autres invités, et notamment Thomas Juin. Donc on voit cette liste des défis immenses et de ces mutations dressées par Pascal de Isaguirre. Mais vous, au niveau des aéroports, comment ça va se répercuter? À quoi ressemblera justement cet aéroport dans 10 ans? Dans 10 ans, alors, donc on se projette grosso modo 2035, on va dire. Oui, effectivement. Voilà. C'est à la fois loin et proche, puisque vous savez que dans l'aérien, il faut des années et des années pour faire évoluer aussi les choses dans la construction aéronautique, dans tout ça. Donc c'est à la fois proche et loin. Donc comme Pascal, il faut être très prudent par contre quand on commence à faire des projections et quand on voit ce que l'on a subi il y a 3 ans déjà, 2-3 ans, personne n'imaginait ça, on n'aurait fait personne cette prévision. On a vu le trafic s'effondrer à 80%. Mais par contre, ce qu'on tire comme enseignement justement de cette crise pour ce prochain avenir, c'est la résilience. Et c'est le fait que, moi, ce qui m'a frappé, c'est finalement, même quand on ferme les frontières, l'aérien devient indispensable. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est peut-être passé inaperçu, mais lorsque l'on a été confiné, lorsqu'on a fermé les frontières, les avions, ils volaient en cargo pour acheminer les masques, pour acheminer les médicaments, pour acheminer également les produits de première nécessité. Et donc, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'avion est devenu indissociable de nos sociétés modernes. Même ceux qui ne l'utilisent pas en bénéficient indirectement. Et donc, nos sociétés ne savent plus fonctionner sans l'avion. Je pense que c'est un point que je relève de cette crise. Ensuite, je dirais que finalement, cette projection qu'on peut faire, c'est pas tant de la demande. Je pense que le problème va se poser, plus de l'offre. C'est-à-dire qu'on voit qu'on tutoie quasiment le trafic d'avant-crise. On était à 215 millions de passagers sur les aéroports français en 2019. On va retrouver a priori ce chiffre en fin 2024 ou 2025 au plus tard. Donc la demande, elle est présente. On voit qu'il y a eu toujours un besoin ou une envie, je ne sais pas comment l'exprimer, de voyage. Moi, je vois plus des contraintes provenant de l'offre qui pourraient ralentir cette dynamique. Pascal l'a dit, sur l'aspect compétitivité, sur la capacité finalement aussi des acteurs à offrir des capacités suffisantes, et puis peut-être aussi des contraintes venant des États. On voit déjà poindre des intentions de réguler, de contraindre. Donc ça, moi, je ne m'exprimerai pas là-dessus, mais il ne faut pas l'évacuer. Voilà. Donc je vois plutôt une évolution très positive, très confiante du côté de la demande, un peu plus préoccupée du côté de l'offre. Après, à quoi va ressembler un aéroport, pour être rapide, puisque Pascal a pris son temps de parole déjà et donc a pris une partie du mien, donc on a encore du temps. C'était en parfaite amitié. Non, mais simplement vous dire qu'au niveau des aéroports, nous, ce que l'on voit déjà poindre, c'est une digitalisation qui monte en puissance sur les aéroports pour véritablement, et c'est parti déjà, pour véritablement améliorer le parcours passager, la qualité de service. On le voit aussi pour les JO, ce qui va être mis en place avec les EDS cabines, avec l'automatisation des PIF. Enfin, on va avoir des aéroports qui vont se digitaliser et où les passagers vont avoir
une expérience, comme on dit, passager, qui va s'améliorer sensiblement. Voilà ce que je vois dans 10 ans. Et puis surtout, la décarbonation de nos activités. Les aéroports vont changer de visage. On va avoir des plateformes aéroportuaires qui vont avoir des aérogares. Quand on voit celle de La Réunion qui va être inaugurée, la bioclimatique, donc les aérogares vont évoluer, vont être autonomes en énergie, mais surtout les emprises foncières aussi vont changer de configuration avec les fermes photovoltaïques qui vont arriver. On peut dire que les aéroports vont être autonomes en énergie, peu à peu, hein, mais même vont devenir des hubs énergétiques pour les territoires. Et ça, je pense que c'est un tournant auquel on va assister, où les aéroports vont changer de visage au sein des territoires, et la perception même des aéroports, je pense, va changer, où ça va devenir des acteurs qui seront capables de fournir en hydrogène, de fournir en solaire, les besoins du territoire autour. Et donc, voilà un petit peu la vue que je vois. Mais tout ça est très rapide. Et quand on voit les annonces du président de la République concernant, en effet, l'accélération de la décarbonation, il faut savoir que 10 ans, c'est demain. Hein. Donc, c'est maintenant que l'on est en train d'agir. C'est pour ça qu'on peut déjà dire comment on perçoit les choses dans 10 ans. Et on voit donc beaucoup de choses quand même, parce qu'il faut un verdissement de ces aérogares, il faut aussi pouvoir être en mesure de fournir ces nouvelles énergies aux différents moyens de transport. Mais tout ça n'est pas neutre, ça va coûter de l'argent. Est-ce qu'on peut déjà un peu se projeter dans 10 ans? Quels seront les investissements réalisés d'ici 10 ans? Est-ce qu'on est face à un mur? Est-ce qu'au contraire, on a encore un peu de temps, on peut lisser ça? Alors c'est neutre en carbone, mais c'est pas neutre financièrement, vous avez raison. Donc en effet, alors l'évaluation aujourd'hui, on l'a pas faite précisément, mais je peux vous donner les ordres de grandeur. Il y a deux choses. Il y a la décarbonation des activités de l'aéroport lui-même. Ce que je disais, hein, c'est-à-dire la flotte des véhicules, les aérogares. Donc finalement, tout cela, on va aller vers une neutralité carbone, comme on dit, compensée et puis nette, assez rapidement. En 2035, beaucoup d'aéroports seront déjà dans cette configuration. On évalue à peu près à 500 millions d'euros la décarbonation des activités propres des aéroports français. Par contre, l'enjeu, il est tout autre sur la préparation de l'avion de demain, l'accueil de l'avion de demain, et notamment en termes électriques, l'électrification des tarmacs, et également la possibilité donc, de recharger les avions, et puis l'hydrogène, qu'il faut entamer dès à présent. Et là, c'est une autre paire de manches. Ça demande des investissements colossaux. Alors, on ne l'a pas fait au niveau français à ce jour. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une étude européenne a été réalisée dans le cadre de la CIROP et évalue à 27 milliards cette transformation des aéroports en Europe pour préparer l'accueil de l'avion de demain. Donc, c'est des sommes considérables où il faudra des partenariats avec les énergéticiens, bien sûr, avec les industriels. Mais par contre, moi, je crois que le premier point, ce qu'il faut retenir, c'est le fait qu'il faut qu'on phase tout cela pour prendre les orientations pertinentes qui vont bien sur l'ensemble des aéroports français. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est de ne pas partir dans tous les sens, et c'est d'avoir finalement, comme les investissements sont très importants, avoir un calendrier, un phasage et une coordination, ne pas faire tout et n'importe quoi partout, pour pouvoir concentrer les efforts là où il le faut, et dans un calendrier qui soit pertinent par rapport aux compagnies aériennes et à tout l'écosystème. Dans ce grand mouvement vers la décarbonation, forcément, la parole de l'État est très attendue. On le voit ce matin, enfin même depuis hier, depuis quelques jours, tout le monde parle des annonces présidentielles, donc, notamment sur la question des carburants durables. Donc je me tourne vers vous, Damien Cazet. Est-ce qu'on peut s'attendre à une véritable accélération après ces annonces ? Il faut deux choses qu'on attendait depuis longtemps. Il faut une réglementation et un soutien économique. Je crois que la réglementation est en train d'être adoptée, peut-être même aujourd'hui, au niveau du collège. Donc je ne sais pas quelles seront les annonces, si ça va être adopté. Et deuxièmement, des annonces faites par le président de la République. C'est toujours difficile de demander à un fonctionnaire de commenter des annonces dont on ne sait pas si elles ont eu lieu et quelles elles ont été. Donc je ne vais pas faire des contre-annonces. Non, ce qui est certain, c'est que tout le monde en est convaincu. Tout le monde en est convaincu en Europe. Le Sénat a mené une mission où il a réuni tous les acteurs. Je crois que le questeur nous en parlera. Effectivement. Il faut, une fois une réglementation, il faut de l'aide, et puis surtout, il faut qu'on prenne les marchés. Et c'est de ce point de vue-là,
La France avait un peu d'avance parce qu'elle avait mis en place la réglementation. Tout le monde a dit qu'on prenait du retard parce qu'on a dû s'accorder au niveau européen et que maintenant il fallait mettre en place cette filière industrielle. Je pense que tout est réuni. Les États-Unis, j'y étais il y a 15 jours, ont choisi un autre modèle, mais ils sont finalement sur la même tendance que nous. On va aller massivement vers les carburants d'aviation durable. Il y a encore des questions techniques pour savoir si on peut les incorporer. Je crois qu'il y aura aussi des annonces industrielles qui seront faites la semaine prochaine pour montrer que oui, effectivement, avec les avions actuels, on peut incorporer. Donc, pour revenir à la question, je pense que nos concitoyens ne se paieront pas de mots et n'attendront pas 2050 qu'on ait décarboné. Ils veulent des réponses tangibles, immédiates. Et pour regarder le fil Twitter des réactions au président de la République, il y a toujours une certaine inquiétude par rapport à la réalité de ce qui va être fait. Je pense que les carburants d'aviation durable montreront immédiatement, dans les années qui viennent, qu'effectivement la décarbonation est en marche. D'accord. Et de fait, on sera sur une France capable de répondre à ses propres besoins sur cette montée en puissance, parce que vous parliez tout à l'heure de la réglementation. L'Europe a décidé des quotas, des mandats d'incorporation. Donc d'abord 2%, 6%, ça monte. On pense qu'on pourra suivre cette vague et arriver à répondre à nos besoins. D'abord, on est un grand pays d'énergéticiens, donc on doit pouvoir le faire. La question, c'est des conflits d'usage. Et deuxièmement, ce n'est pas la France qui doit appliquer une réglementation qui lui tomberait dessus. C'est la France qui a proposé au niveau européen, ça a été présenté le 14 juillet 2021, ça n'était pas un hasard par la Commission, et au niveau international, de décarboner massivement. Donc ce n'est pas une contrainte que l'on subit, c'est un objectif qu'on a fait adopter par l'ensemble du monde, et non seulement on doit le faire nous-mêmes avec enthousiasme, mais le reste du monde attend aussi qu'on apporte ces solutions. Effectivement. Après, j'avais une question sur le soutien financier, mais de fait, si les annonces ne sont pas encore tombées, ce sera compliqué de les commenter. Si elles sont tombées, je vois annonce reprise par Clément Beaune, 300 millions d'euros pour soutenir la recherche-développement de l'aviation décarbonée, 200 millions d'euros pour développer une filière française des carburants durables. Donc je vous renvoie au communiqué qui doit être publié, j'imagine, par l'Élysée, en tout cas qui est présent sur le fil Twitter du ministre. Très bien. Vincent Capona-Canes, comme l'a signalé Damien Cazet, vous êtes d'ailleurs encore en train de mener, je crois qu'elle n'est pas tout à fait finie, une grande mission d'information sur les biocarburants, sur les carburants aériens, sur les biocarburants en général. Je crois que ça ne concerne pas uniquement l'aérien. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord sur la question que vous posez en général, qu'est-ce que va être l'aviation dans 10 ans ? D'abord, j'espère que dans 10 ans, elle sera assez largement décarbonée. Et on voit bien, le débat a évolué, que l'attente, le levier majeur à court terme, ce sont les XAF, biocarburants. Bon. Donc là-dessus, les annonces du président vont bien sûr dans le bon sens. Je crois avoir vu aussi sur un autre quotidien que La Tribune, mais qui a des pages économiques, qu'on ne citera pas, économiques saumon, ou qui avait des pages économiques saumon, qu'il y aurait aussi 200 millions pour l'avion électrique et l'hydrogène. Il faut regarder. Mais je pense que le président de la République se saisit de tout ça et c'est une excellente chose. Donc, d'abord, il faut être décarboné. Non. Ça me paraît l'évidence. En tout cas, faire un pas majeur. Je trouve bien, si ça se confirme, qu'il y ait quand même de l'argent pour l'avion électrique et l'hydrogène. Parce qu'il y a 18 mois, on était tous en disant que ça sera l'hydrogène. On est revenu en disant il faut être réaliste. On ne va pas faire de rupture technologique à très court terme, mais on sait faire fonctionner, alors sous réserve que Damien donne bien la certification au moment venu, pas tout seul. Hein, mais on arrivera à monter au-dessus des 50% sur ça. On a un sujet qui est de produire. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes. Il n'y a pas de disponibilité et il y a un coût qui est faramineux. Et quand on regarde les États-Unis, on observe qu'ils font au moins une division par deux en termes de coûts et qu'ils n'ont pas de problème de production. Donc on a un sujet quand même qui est de se mettre à produire. Ce n'est pas qu'un sujet avec les énergéticiens. Ça veut dire qu'il faut faire émerger, il faut faire naître un marché mature. Et quand moi je vois les compagnies qui font des annonces, Air France a fait des annonces remarquables là-dessus, très volontaristes, qui vont dans le bon sens. Mais ça veut dire qu'on va acheter une dépendance pour une autre. Aujourd'hui, le kérosène, on l'importe. Est-ce que demain, on sera capable d'avoir une filière souveraine ? Bon, voilà. Mais déjà, si on arrive à trouver à l'étranger et à se décarboner, c'est déjà pas si mal. Essayons d'avoir une filière souveraine. Là-dessus,
Alors moi, je ne suis pas comme Damien qui dit qu'il faut qu'il attende, qu'il vérifie fébrilement sur son téléphone quelles sont les annonces exactes du président de la République avant de pouvoir les commenter. Mais comme il en est l'un des instigateurs, il les connaît par cœur. C'est qu'une figure, ça, en fait, de style. Mais moi, je suis obligé de vous dire, en termes de figure de style, que je vais présenter à mes collègues sénateurs dans 3 semaines le résultat de cette mission. Et que donc, normalement, les règles internes du Sénat, que je respecte en plus en tant que questeur, font que je ne suis pas censé vous dévoiler tout. Enfin, je peux poser des questions. Voilà. Mais je veux dire, voilà, on a un sujet. Ensuite, est-ce que ce sont que les énergéticiens actuels aussi là-dessus? Bon, il y a quand même un potentiel d'innovation dans ces filières-là, il faut le regarder. Bon, mais on a besoin de rendre ce marché existant, il y a besoin d'aide à l'investissement pour créer la filière, il y a besoin peut-être d'incitations aussi du type de celles que les États-Unis ont mises en œuvre, qui sont après tout assez simples, incitation à l'incorporation. Bon. Il y a un certain nombre de sujets qui se posent. Aujourd'hui, les compagnies, Pascal par exemple, me dit, moi je paye la Tire-Hertz, et puis finalement, le 1%, je ne sais même pas si je l'ai quand je refuel. Donc voilà, il faut faire émerger cette filière-là. Il y a un vrai sujet et il faut y aller à marche forcée. Ça veut dire qu'il faut un marché mature avec des clients solvables à l'arrivée. Bon, ça pose quand même une question aussi sur le terme des 10 ans. Est-ce qu'on veut garder un transport aérien pour tous? Moi, je réponds oui, et je veux dire qu'il y a une certaine vigilance à avoir. Est-ce qu'on est capable, via l'OACI, d'avoir aussi une logique internationale? Ce n'est pas vous que je vais apprendre qu'un avion, ça vole et que... Donc, il ne faut pas raisonner qu'en termes européens. On a quand même un sujet de compétition. On a un sujet de concurrence sur certaines lignes. Si les avions qui arrivent chez nous arrivent avec du kérosène qui est moins cher, et si nous, on s'oblige à décoller dans les 2 sens avec des e-fuels, lorsqu'on saura les produire, bon, parce qu'il y a quand même encore un petit débat. Hein. M. Pouyanné est venu devant la mission en nous disant que la 2e génération et les e-fuels, c'était même pas en rêve. Hein. Bon, voilà. En tout cas, qu'il voulait qu'on le paye pour le faire. Bon. Donc voilà, il y a un sujet quand même qu'il faut qu'on regarde, de cadre européen et mondial, pour permettre qu'on aille vers la décarbonation, mais qu'en même temps, on garde des compagnies. Nous sommes un grand pays constructeur d'avions. On a cette chance-là d'être parmi les 3 pays, en gros, qui savent faire concevoir et construire de A à Z un avion. C'est pas rien. Okay. Aimons-nous toujours l'avion? Okay. Et sommes-nous capables de le défendre? C'est une question que je me pose à moi-même. Moi, j'apporte une réponse évidemment positive. Mais je veux dire, on a un sujet qui est de continuer à faire aimer l'avion, le transformer, le décarboner, garder cette dimension d'aventure, de conquête du monde aussi, mais être réaliste. Bon, les annonces vont dans le bon sens. Le sujet international, le sujet à l'OACI est une vraie question quand même aussi, pour ne pas être nous-mêmes hors marché. Et puis regardons ce que font les États-Unis, qui ne sont pas si malhabiles que ça quand même. Et peut-être sortons aussi de cette logique de taxation et rentrons dans une logique incitative. Ça fait partie des questions qu'on se pose. Très bien. Forcément, cette question des SAF est prégnante aujourd'hui du fait du calendrier, mais ce n'est peut-être pas la seule voie aujourd'hui pour arriver à gagner en efficacité et donc en réduction des émissions carbone. Damien Cazet, je me tourne à nouveau vers vous. On pense notamment à la modernisation du trafic, la modernisation du contrôle aérien et tout ce qui peut être fait pour gagner un petit peu sur ces sujets-là. On estime que c'est à peu près 10% qui pourrait être fait, donc c'est pas négligeable, qui pourrait être fait grâce à l'amélioration des trajectoires, l'amélioration du climat social, l'amélioration aussi du free route, c'est-à-dire les capacités des pilotes, des compagnies à choisir leur propre itinéraire. Encore une fois, c'est pas propre au morcellement du ciel européen. On a des contraintes qui sont liées aux contraintes de trafic, on a des contraintes qui sont liées à l'usage militaire, et il y a actuellement un important exercice aérien qui a lieu dans le centre de l'Europe. Mais on a ce type d'exercice, on les a tous les jours en France, c'est normal, et donc il y a nécessairement un morcellement. Donc on doit travailler là-dessus, de la même façon qu'on travaille sur la façon de se poser ou de décoller, parce qu'au-delà de l'impact sur le climat, je pense que ce qui concerne aussi beaucoup nos concitoyens
qui sont un peu agacés aussi, pour certains d'entre eux, par la marche générale, c'est l'impact sonore. Et ils ont un peu l'impression que l'impact sur le climat est en train, en quelque sorte, d'effacer l'impact sonore. Eux, ils le souffrent immédiatement et ils attendent des réponses immédiates. Donc là-dessus, on travaille, on avance. On avance, c'est surtout les industriels et les compagnies qui nous donnent les solutions et qui font qu'on doit accompagner cette mutation qui est, pour le coup, elle est immédiatement apportée. Très bien. J'ai bien aimé votre petit échange tout à l'heure, Sénat, DGAC. Donc, je vais vous retourner également la question. Est-ce qu'on peut s'attendre effectivement, vous qui êtes spécialiste quand même de ces questions, à des améliorations significatives prochainement? Et j'aimerais aussi bien poser une question sur la chimère du Single European Sky, donc le ciel unique européen. Oui, alors, vous dites que je suis spécialiste parce que j'ai commis un rapport en 2018 qui, dans un certain nombre de points, est toujours encore un peu d'actualité et qui avait été vécu, mais qui aime bien, châtie bien, par la DSNA comme étant un peu une incitation vive à changer ses pratiques et à se remettre en haut du peloton européen. Puisque le titre de mon rapport, c'était La France décroche en Europe. Bon, voilà, la suite était un peu à l'avenant et il y avait un certain nombre de difficultés. Bon, alors je vais rendre un rapport, je ne sais pas du teasing, mais la semaine prochaine en commission, et que mon voisin de droite pourra regarder avec sans doute une certaine attention, sans tout dévoiler, parce que c'est soumis quand même là aussi à l'avis des membres de la commission des finances à qui je vais présenter ce rapport. Mais je dois dire que Florian Guillermet et Damien Cazet, depuis quelques mois maintenant et quelques petites années, ont permis à la DSNA de recoller et de retrouver, je pense, une efficacité dans la mise en œuvre des grands programmes. C'était attendu. Ça doit nous permettre sur l'interopérabilité, sur la digitalisation pour faire vite, enfin, sur ForFlight, etc., les grands programmes, de retrouver une position en Europe qui soit digne de notre rang. Et nous avons dépensé pour ça quand même pas mal d'argent, perdu beaucoup de temps, mais nous sommes en train d'y arriver. Et je veux saluer l'ensemble des fonctionnaires de la DSNA qui font un effort considérable. Les centres d'Aix, de Reims ont mis en place ce système ForFlight. Tout n'est pas réglé. Il faudra que l'État consente un certain nombre d'efforts budgétaires encore, parce que c'est un monde qui est fluctuant et qui va de l'avant. J'avais mis malicieusement dans la loi climat, je ne sais pas si Damien était déjà assez à ce moment-là, un article effectivement qui rappelait, puisque c'était un peu bavard et prescriptif parfois, cette loi-là, que effectivement il fallait que le contrôle aérien se modernise pour permettre d'apporter son écho à la décarbonation. Damien l'a rappelé, il y a 8 à 10% possible. Donc voilà, ça va mieux, mais il y a un travail considérable à faire. Il faut faire passer le trafic. C'est un élément de la décarbonation. Je pense que le travail de modernisation doit être mené. C'est considérable. C'est un sujet de souveraineté pour notre pays que d'avoir un contrôle aérien au meilleur niveau. Il l'est par le talent des hommes et des femmes qui composent la DSNA. Et il y avait un sujet sur l'atterrissage des grands programmes qui est en train de se faire, mais il faut d'ores et déjà penser à l'avenir. Donc ça fait partie des choses et ça doit nous permettre d'avoir plus d'efficacité, de passer les trafics des compagnies, d'éviter les retards, d'éviter d'être pointé du doigt. Alors on a un sujet que j'ai traité via une proposition de loi qui est aussi sur la partie dialogue social et sur la partie exercice du droit de grève, d'essayer de donner de la prévisibilité pour que la DGAC, qui est souvent montrée du doigt là-dessus, puisse faire la bonne prévision d'organisation du service minimum, donc déclaration préalable 48 heures à l'avance, avec un dispositif spécifique qui n'est pas la reprise simple de la loi Diard, mais qui est un dispositif cousu main pour le contrôle aérien, qui a ses règles spécifiques, qui a beaucoup de contraintes, et avec une double prévisibilité, permettre à la DGAC d'ajuster son dispositif de service minimum en ayant connaissance du nombre de grévistes, et puis permettre aussi au contrôleur aérien de savoir un petit peu plus tôt quand est-ce qu'ils sont astreints. Je me suis attaché à essayer de trouver un équilibre sur un texte de loi qui va maintenant être soumis
à l'Assemblée nationale, c'est ce que les ministres ont indiqué hier, et qui devrait permettre, je pense, d'améliorer le dialogue social et de faire que le trafic aérien soit corrélé aussi au nombre de grévistes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Curieusement, vous savez qu'on a un système où on est obligé d'abattre les vols à l'avance sans savoir combien il y aura de grévistes. Voilà. Donc c'était un certain nombre de difficultés, des annulations à chaud aussi. Voilà. C'est un texte qui est équilibré, qui essaye de s'inscrire dans la tradition française du dialogue social et de faire que, y compris pour les contrôleurs qui d'ailleurs voient leur activité totalement désorganisée par ces 40 jours de grève et ces 2 millions de minutes qu'on a connues depuis le début de l'année, on trouve une solution parce que ce système était, de notre point de vue, je peux dire commun avec l'État, parce que le ministre l'a dit hier en séance au Sénat, était à bout de souffle. Voilà, donc on va essayer de moderniser tout ça. C'est une petite pierre que je mets à l'édifice, avec une forme de prudence. Maintenant, le texte part à l'Assemblée. On verra son destin et le calendrier là-dessus, mais je pense que c'est un élément majeur. Voilà, et je crois en tout cas que le service public des SNA en sortira renforcé et que la voix des contrôleurs sera entendue dans le respect du droit de grève qui est constitutionnel. Très bien. Je suis désolé, je vous coupe un petit peu, mais dans une optique... J'étais long parce que ma séquence sur ce type de sujet ne peut pas se prêter à 40 secondes qui seraient après caricaturées. Je suis tout à fait d'accord. On fera peut-être une table entière à la prochaine édition. Mais en attendant, on a encore quelques autres sujets, et notamment Pascal de Isaguirre. Vous avez mentionné effectivement le fait que la décarbonation, le renouvellement des flottes, les carburants verts, tout ça, ça représente quand même ça s'apparente à un mur d'investissement. On est quand même aussi sur un transport aérien qui a souffert pendant la crise. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre, ce que vous avez déjà laissé sous-entendre tout à l'heure, à une explosion du prix des billets et peut-être revenir vers un transport des riches qui est contraire à ce qu'on... Ouais. Alors, le point de départ, effectivement, c'est quand même la période du Covid, durant laquelle nous avons accumulé une dette financière qui est quand même assez considérable. Donc, ça soulève le problème de la restructuration de cette dette financière. Et effectivement, vous le savez en plus, traditionnellement, les marges des compagnies aériennes sont quand même plutôt faibles. Et donc, nous allons avoir un effort considérable d'investissement pour la modernisation des flottes et pour la décarbonation. On estime que le surcoût de la décarbonation pour le pavillon français, hors modernisation des flottes, c'est 1 milliard d'euros en 2025 et c'est 3 milliards d'euros en 2030. Donc, effectivement, ça va se traduire par une hausse des billets, parce que ça, c'est inévitable, parce qu'on va être obligé de répercuter auprès du consommateur une partie de ces coûts. Mais il y a aussi une autre de nos demandes, c'est-à-dire que nous souhaiterions avoir un contexte fiscal et réglementaire stabilisé. Je l'ai dit, le transport aérien est déjà très taxé, et que donc on ne nous impose pas, si possible, de nouvelles taxes, et que si nouvelles taxes il y a, elles soient fléchées vers le financement de notre décarbonation. Alors, on n'en prend pas tout à fait le chemin, puisque vous le savez, on nous demande de contribuer au financement du plan des infrastructures ferroviaires, alors que nous devons déjà financer notre propre décarbonation. Et c'est là où l'État a un rôle très important à jouer. Donc moi, je me félicite des annonces du président de la République, parce qu'effectivement, c'était une demande de la FNAM et de tout le secteur aérien que de favoriser la création, l'émergence d'une filière française de production de SAF. C'est un élément de souveraineté nationale, d'indépendance énergétique, et c'est créateur d'emplois. Donc c'est une excellente chose, et c'est une excellente chose que ça soit repris au niveau du président de la République, parce que ça donne beaucoup de crédibilité, une impulsion très très forte à cette filière. On se réjouit aussi parce que c'est vrai qu'on a un déficit de communication dans le secteur aérien sur notre impact réel en matière d'émissions de CO2 et surtout les efforts que nous faisons et les solutions que nous adoptons. Et là, ça va donner une très bonne exposition médiatique, une très bonne visibilité. Mais je voudrais quand même revenir sur une chose, c'est qu'il faut poursuivre la démarche parce qu'il y a la production, il y a les quantités et il y a également le prix. Et vous le savez, aujourd'hui, comme l'a dit le sénateur, le prix des carburants durables est quand même très très élevé, de 4 à 8 fois plus élevé que le kérosène, combustible fossile que nous utilisons. Et je voudrais donner juste une autre illustration. En France, le carburant durable, c'est 5 000 € la tonne. En Europe, c'est 3 200.
et aux États-Unis, c'est 2000. Donc on voit bien que nous plaidons pour un mécanisme d'incitation fiscale pour diminuer l'écart de coûts. Bon, vous savez également qu'on appelle une prime à la casse pour nous faciliter l'accélération, la modernisation des flottes. Alors maintenant, ce que vous avez dit sur la hausse du prix des billets, c'est tout à fait vrai. Le secteur aérien français est très attaché à la poursuite de la démocratisation du transport aérien qui a été faite au cours des dernières décennies. Et grâce aux efforts de productivité, d'efficacité du secteur aérien et la baisse continue du prix des billets, aujourd'hui, plus d'un Français sur 3 voyage régulièrement. Et ce que nous voudrions éviter, c'est en effet le retour à un transport aérien élitiste comme c'était à l'origine. Parce que, dernière illustration, pour nos compatriotes ultramarins, on ne peut pas dire que le transport aérien, ça soit un luxe, c'est un produit vital de première nécessité. Très bien, très clair. Thomas Juin, donc les compagnies doivent investir, les aéroports aussi, et dans ce cadre-là, j'ai cru comprendre que vous missiez notamment sur l'apport des capitaux privés. Mais derrière cet apport des capitaux privés, vous avez mis la question de la régulation et d'une nouvelle régulation avec une juste répartition de la valeur et des retours sur les capitaux investis. Ouais, alors. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les discussions qui, je crois, sont entamées avec la FNAM sur ce sujet? On peut le dire, Pascal? Pas de problème. Bon, le sujet de la régulation, en effet, il a été entamé suite au dernier congrès de l'UAF, le précédent d'ailleurs aussi, puisque l'ancien ministre Djebari avait indiqué qu'il était favorable à ouvrir le chantier, et donc le ministre Clément Beaune a ouvert ce chantier, et donc on s'en réjouit. Il a répondu présent pour que l'on puisse discuter. Donc les discussions se sont engagées avec le régulateur, et puis je pense que les différentes parties prenantes. Et en tout cas, du côté de l'UF, moi j'ai souhaité que ce soit ouvert sans tabou, comme on dit, puisque c'est comme si c'était un sujet qu'il fallait évoquer en secret, alors qu'il n'y a pas de secret. On est aujourd'hui dans une situation où toute la chaîne de valeur doit investir, doit relever les défis, comme on l'a dit, dans les 10 ans qui viennent. Et c'est dans l'intérêt de tous, de tout l'écosystème, compagnie aérienne, assistants en escale, commerce, tout l'écosystème a intérêt à ce que les aéroports soient en situation de pouvoir assumer leurs investissements dans les années qui viennent, se moderniser, surtout ne pas être à la traîne par rapport à ce qui se passe en France et dans le monde, dans les autres pays. Et donc vraiment d'être au rendez-vous, la modernisation, la décarbonation. Et on dit on mise sur le privé. On a un modèle économique aujourd'hui, c'est très clair, en France en tout cas pour les plus grands aéroports, qui doivent en effet rechercher du financement privé. Et donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel en soi. Et donc, il faut être attractif pour cela. Et donc, en effet, les discussions sont en cours. Et comme je vous le disais, en toute transparence, le président de la FNAM et moi-même, on a souhaité également en discuter ouvertement. Et donc, on a engagé ces discussions. Et moi, je me réjouis en tout cas qu'on puisse en discuter. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est un objectif de discussion constructive. Il ne s'agit pas de camper sur des positions, mais de regarder ensemble, en effet, ce qu'on peut faire évoluer. Donc, en quelques mots, sans aller trop dans la technique, déjà, avant tout ça, c'est de se poser la question des pouvoirs de marché des aéroports. Donc, pour tel ou tel aéroport, peut-être aussi se poser déjà la question, est-ce que tout aéroport doit être régulé, dès lors qu'il a 5 millions de passagers? Deuxième, et puis ensuite, les discussions, c'est véritablement d'aller plus vers de la concertation déjà en coco-éco que de la confrontation. Je trouve que les coco-éco ne fonctionnent pas bien aujourd'hui, ou en tout cas n'ont pas un rôle qu'elles pourraient avoir. C'est-à-dire que dès lors que les parties s'entendent, ou en tout cas s'accordent, sur des évolutions de tarifs et sur justement une visibilité et autres, je pense qu'on pourrait donner plus de valeur à ces coco-éco et d'inciter finalement à la concertation plutôt qu'à la confrontation. Ça, c'est le premier point, et à la transparence de tout ce qui veut. Deuxième point, en effet, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment que les aéroports puissent avoir de la visibilité, de la stabilité sur du long terme, moyen-long terme. Et les contrats de régulation économique doivent retrouver, je pense, un rôle, mais être aussi simplifiés, puisqu'aujourd'hui, c'est un mécanisme très lourd, très, très contraignant pour justement les aéroports, qui ne sont pas non plus sur des tailles tous importantes. Et donc, voilà. Et puis, le troisième point, c'est en effet l'aménagement de caisse. Donc, sur cette question-là, je me félicite aussi que le président de la FNAM ait accepté qu'on en discute pour regarder, en effet,
comment il peut y avoir un partage de la valeur, et notamment, le terme qui est employé, c'est un partage équitable de la création de valeur supplémentaire. Donc voilà, donc ces discussions se sont engagées, et donc notre but, en effet, c'est d'arriver à quelque chose où, entre partenaires, on puisse se parler finalement de façon constructive pour réussir, en effet, eh bien, nos investissements de demain nécessaires sur les aéroports. D'accord. Peut-être que côté compagnie, vous voulez réagir à ça, apporter une précision rapidement? Non, je confirme. Je m'étais aperçu que je trouvais que ce processus était très mal engagé, avec l'UF d'un côté et la FNAM de l'autre, qui faisaient leur lobbying auprès de la DGAC, du cabinet transport, de la RT, alors que nous avons d'excellentes relations, non seulement sur les plans personnels, mais entre l'UAF et la FNAM. On a une vision totalement partagée, qui est commune, sur les grands enjeux, les grandes problématiques du secteur aérien. Donc je trouve qu'il est préférable, et Thomas était de la même opinion, de nous parler directement. Alors on va le faire en toute transparence, en toute bonne foi, avec la volonté de parvenir à un accord. Les groupes de travail que nous avons créés ont commencé d'ailleurs à se mettre à pied d'œuvre hier. Je pense que ça facilitera le travail de Damien Cazet, puisque si on peut lui apporter quelques solutions convergentes, je crois que toi et ton ministre, vous serez d'accord pour les approuver. On verra, mais enfin, je trouve que c'est une très bonne démarche de coopération et partenariale. Donc, je trouve ça assez exemplaire, effectivement. Très bien. On va aborder cette fois un autre sujet qui nécessite également des discussions entre acteurs, mais qui est un peu différent. On voit ce contexte d'investissement, ce contexte complexe, et qui pose la question de la consolidation, que là aussi vous aviez déjà évoqué lors de la première question. Mais de fait, est-ce que ce sera un impératif pour passer ce mur d'investissement, et peut-être avec quels acteurs ? Moi, mon analyse, j'en ai pas changé depuis le début, c'est que dans le transport aérien, la consolidation, elle est inévitable, elle est inéluctable, parce que nous sommes une industrie où les notions de taille critique, de synergie, d'économie d'échelle et de combinatoire de réseau, c'est pas pour ça que les grands groupes passent des accords de code-share, des grandes alliances, etc., sont prédominants. Donc de toute façon, ça s'impose aux grandes compagnies, ça s'impose aux compagnies moins grandes. Bon, ça c'est le premier sujet. Ensuite, il y a l'application au cas d'école français. Donc, on aurait pu penser qu'effectivement, entre les compagnies autres que le groupe Air France et qui sont toutes sur l'outre-mer, c'est d'ailleurs assez symptomatique de voir qu'à part Air Corsica, toutes les compagnies aériennes françaises d'une certaine taille, elles desservent toute l'outre-mer, auraient pu créer un pôle aérien peut-être ensemble. Bon, vous le savez, des discussions ont eu lieu pendant pas mal de temps entre Corsair et la compagnie Air Austral, avec le soutien des pouvoirs publics, parce qu'il faut savoir que l'État français est en faveur de la consolidation, il partage notre analyse. Bon, ça n'a pas abouti. La position de l'actionnaire d'Air Austral de la région Réunion est tout à fait respectable. Elle a préféré choisir une voie autonome, en quelque sorte. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas eu de discussion entre les autres compagnies hors du groupe Air France, donc il faut reconnaître que ce projet est mort-né, à l'heure actuelle. Bon, c'est pas parce qu'il est mort-né que dans les prochaines années, il ne se reproduira pas. Parce que moi, je pense qu'il y a un problème de viabilité de toutes les petites compagnies hors groupe Air France. On voit bien qu'à chaque fois, on est toujours à la merci d'une crise sanitaire, d'une crise sociale ou moult autres mouvements. Donc, je pense que le problème se reposera dans l'avenir. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est un constat d'échec. Il n'y a rien et chaque compagnie choisit une trajectoire en stand-alone. Damien Cazet, vous avez été cité, enfin le rôle de l'État a été cité sur ce genre de questions. Est-ce que l'État a un rôle à jouer effectivement sur la consolidation du transport du pavillon français ? Oui, l'État a un rôle à jouer parce qu'il doit avoir une vision de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, nous ne sommes pas des enfants de cœur. Nous savons très bien que d'autres États ont une vision stratégique et interviennent fortement pour soutenir ces compagnies. Donc il faut que l'État se protège la desserte de ces territoires et par ailleurs ait une vision au regard des besoins des territoires qui permettent à la fois d'avoir des acteurs viables, parce qu'elle l'a rappelé, et qui maintiennent aussi une saine concurrence, parce que le transport aérien à la fois a besoin de consolidation et besoin de concurrence, ce qui profite à tout le monde. Donc oui, l'État a cette vision-là, puis il a des moyens d'intervention qui font que c'est un acteur important. Mais in fine, on a besoin d'avoir des entreprises qui soient gérées comme des entreprises, en menant leur propre stratégie et qui ne soient pas trop freinées
par telle ou telle injonction. Et ça, on s'y emploie en disant que ce soit Air France ou les autres compagnies, elles doivent choisir leur ligne, que ce n'est pas à l'État de le définir, ni au territoire, mais ça doit être fait dans un dialogue avec les territoires. J'étais en Guyane il y a 8 jours. Effectivement, ils sont très demandeurs aussi d'être écoutés par les compagnies aériennes et par l'État dans la définition de leur stratégie. On a parlé des territoires. Les territoires, c'est aussi le Sénat qui les représente, Vincent Capo-Canellas. Est-ce que vous voyez des limites ou des risques à voir ce ciel français se consolider ? Oui, je me souviens que j'ai présidé il y a 3 ans à peu près, je crois, une mission d'information avec ma collègue Josiane Coste, qui était sénatrice du Cantal, justement sur la desserte de ce qu'on appelle les LAT, les lignes d'aménagement du territoire. Et on a quand même un sujet. Là-dessus, il y a besoin d'une intervention de l'État, c'est une évidence. Il faut aussi revisiter ce genre de sujet à l'aune de la décarbonation. Si on est capable d'avoir quand même, notamment sur ce qu'on appelle, entre guillemets, c'est pas péjoratif dans la bouche, les petites lignes, des modules d'avions hybrides, on verra au Salon du Bourget, ou de petits avions électriques, ça peut aussi relancer la desserte intra- et interrégionale. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu, j'avais regardé ça à l'époque, on a un sujet de partage de données aussi pour parfois permettre aux compagnies de comprendre là où il y a des liaisons. On m'avait dit qu'à l'époque, c'était souvent les données téléphoniques, d'échanges téléphoniques qui avaient du sens pour vraiment se dire qu'il y avait quelque chose à faire. Donc autant parfois on a tendance à taper sur la desserte aérienne depuis la capitale en gros jusqu'à un certain nombre de régions ou de métropoles, autant c'est vital pour beaucoup de territoires excentrés, et je pense que l'avion a une place dès lors qu'il sera largement décarboné pour assurer cette desserte de très bonne façon. Il faut l'avoir à l'esprit. Alors après, le danger, c'est qu'avec la consolidation aussi, on n'est pas à cette recherche de maillage territorial. Il y a un sujet, je dis ça avec une infinie prudence, Pascal et la FNAM connaissent ça beaucoup mieux que moi, mais quand même, quand je vois Volotea qui finalement a quand même beaucoup de dessertes en France, je me dis que ça devrait inspirer aussi des compagnies françaises. Donc voilà, se consolider parce qu'il y a un enjeu de compétitivité européenne et mondiale, oui, mais n'oublions quand même pas que si nous, on ne fait pas des choses au niveau français, d'autres compagnies viennent chez nous les faire. Bon, alors pourquoi pas ? Mais tout à l'heure, je crois que c'est Pascal qui rappelait que le pavillon français perd 1% tous les ans. Il y a un sujet aussi qu'il nous faut intégrer. Et pour beaucoup de territoires, l'avion décarboné sera la solution de la mobilité de demain. Moi, j'aime beaucoup la SNCF. J'ai eu le plaisir de recevoir le président, M. Fanichet, le président de SNCF Voyageurs, qui est quelqu'un de très dynamique et de formidablement enthousiaste et compétent pour le train. Bon, mais eux aussi, ils ont quand même des sujets de décarboration. Il y a quand même 40% des lignes qui ne sont pas électrifiées. Alors, on ramène ça à 16% du trafic. Donc, vous voyez, nous avons ici, en tout cas, quand on parle de l'aérien, un énorme défi. Nous ne sommes pas le seul mode de transport qui ait ces défis. Voilà, le routier a un défi extrêmement important aussi. Donc voilà, mais n'oublions pas, dans la compétition mondiale, 1, il faut décarboner, 2, il faut garder la compétitivité. Troisièmement, le défi, c'est quand même de relier les gens et de relier les territoires. Donc si on consolide, n'oublions pas aussi ce point-là. Thomas Juin, donc là on parle de territoire, donc forcément d'aéroport. Quand il est sur la question de la suppression des liaisons aériennes en cas d'alternative ferroviaire de 2h30, vous avez été en pointe sur ça, mais on voit qu'il y a peut-être une volonté d'aller plus loin de la part du gouvernement, d'aller au-delà de ces 2h30. Est-ce que pour vous, vous craignez que ça aille plus loin ? Est-ce que ça pourrait remettre en cause l'existence de certains aéroports ? Juste un mot sur la consolidation en 10 secondes. Ce qui a fait le succès de l'aviation ces dernières décennies, c'est la libéralisation du ciel européen, qui a permis finalement une pluralité d'acteurs, une compétitivité, une compétition entre les acteurs. Il ne faut pas perdre cela. C'est une chance pour l'aérien. Les autres secteurs n'ont pas connu ça. On parlait du ferroviaire, n'a pas connu ça. L'aérien aujourd'hui, si ça marche, ce qu'on peut dire c'est un succès. S'il y a eu cette démocratisation, c'est parce qu'il y a eu une pluralité d'acteurs. Alors il faut que les acteurs, en effet, soient solides, mais attention à ne pas perdre cela. Et en effet, les aéroports sont très attachés à ce qu'il puisse y avoir toujours une émulation, une compétition. Et c'est grâce à cela qu'on innove, et c'est grâce à ça qu'on est meilleur. Et on parlait du pavillon français, et je crois que si Transavia aujourd'hui monte en puissance, c'est aussi suite à cela. Et donc je crois qu'en effet, toute compagnie aérienne qui est confrontée à de la concurrence est meilleure demain.
Voilà, donc ça c'est le premier point. Sur après la suppression des lignes intérieures, pour nous c'est le grain de sable qui nous irrite, là, qui continue à nous ennuyer par rapport au sujet principal qui est la décarbonation et les annonces qui ont été faites ce matin et qu'il faut saluer, c'est l'élément essentiel, c'est ça qui nous permettra de décarboner. Ce sujet, j'ai envie de dire, accessoire en soi, nous irrite et surtout c'est un grain de sable qui... pour nous, n'est pas un bon message, puisque finalement, on pense qu'en faisant cela, on s'éloigne du côté pragmatique de la situation. La suppression de ces lignes, ces quelques lignes, le report modal, il a eu lieu aujourd'hui, pour l'essentiel. Naturellement, le Paris-Strasbourg, il n'existe plus, donc il n'y a pas de sujet. Quand le train offre un bon service, prenons le train. Moi, je l'ai pris pour venir ici. D'ailleurs, j'ai pas eu de place. De par La Rochelle, j'ai dû prendre ma voiture pour aller jusqu'à Poitiers pour prendre le train. Et donc, je bascule par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, entre Bordeaux et Paris, les personnes peuvent convenablement voyager déjà en prenant le train? Je crois comprendre qu'il y a une saturation sur beaucoup de cas. Donc, déjà, évaluons vraiment la réalité de l'alternative. Et puis ensuite, je pense qu'il y a des besoins qui sont spécifiques dans le bassin de Mérignac, qu'on a peut-être un peu sous-estimé, et qui nécessitent en effet des liaisons avec le sud-bassin parisien. Donc voilà, je pense qu'on est sur vraiment des choses très exceptionnelles, et ça vient un petit peu brouiller le message, et c'est dommage. Voilà. Peut-être, juste pour terminer, Pascal de Isaguirre, c'est un grain de sable qui est peut-être encore plus irritant, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est le fait peut-être d'une nouvelle taxe sur l'aérien pour financer la décarbonation et le soutien des infrastructures ferroviaires. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous vivez cette situation avec cette priorité donnée au train, et est-ce que ça peut remettre en cause l'existence du pavillon français à long terme si on reste sur cette dynamique ? Oui, ça c'est notre grain de sable effectivement, mais moi je raisonne de façon plus générale sur le niveau de taxation là, pour l'aérien. C'est vrai que si on continue d'imposer des taxes, des contraintes spécifiques qui ne sont pas supportées par nos compétiteurs, cela posera un véritable problème. Et on voit bien dans certains discours de certains, voire dans certains documents administratifs, que à travers la volonté d'imposer des taxes supplémentaires, il y a l'intention de casser la dynamique de trafic du transport aérien. Donc on voit bien qu'il y a la volonté chez certains d'imposer des contraintes à la demande comme moyen de décarbonation. Nous, notre position, elle est que nous faisons confiance dans la science, dans les progrès technologiques, dans les innovations, pour régler notre problème de décarbonation et accommoder un transport aérien qui continuera à être en croissance et à donner satisfaction surtout à la demande, c'est-à-dire aux voyageurs, et cet impératif de décarbonation. Aux États-Unis, le sénateur le rappelait, il y a des mécanismes d'incitation fiscale très forts pour les carburants durables qui ne sont pas sortis de quotas d'incorporation, on ne conteste pas les quotas d'incorporation, et qui font que les transporteurs américains utilisent de plus en plus le SAF en quantité là, très importante. Donc on le disait, la France est un pays de tradition aéronautique, c'est une filière d'excellence. Il faut poursuivre ça et ne refaisons pas l'erreur qui a été faite pour le secteur nucléaire. Très bien. Pour terminer, Vincent Capo-Calanas, on le voit, est-ce que cette priorité au train, donnée au train aujourd'hui, qui est une politique publique, semble opposer les modes de transport? Est-ce que ça vous paraît pertinent au moment où il faut justement financer cette transition écologique? Sur les deux derniers sujets que vous venez d'aborder, je crois que la problématique est la même. Est-ce qu'on veut interdire l'avion ou est-ce qu'on veut décarboner les transports? Le sujet, c'est de décarboner les transports. La voie de l'interdiction sur Bordeaux, bon, alors, cyniquement, je l'ai laissé passer au Sénat et j'ai invité mes collègues à ne pas se mêler de ça, parce que si vous voulez, si on n'avait pas voté cette affaire-là, si on ne l'avait pas laissé voter, on se serait retrouvé avec pire en deuxième lecture. Bon, donc on s'est dit, il ne faut pas s'attaquer à un Everest impossible. Et donc, on a été obligé de laisser passer cette mesure. Mais ça n'a pas grand sens, quelque part. Parce qu'en fait, il faut décarboner, il faut être incitatif. Interdire l'avion, je ne vois pas le sens que ça peut avoir. Sur la taxation, il y a un défi. Qu'est-ce qu'on veut? Que l'avion se décarbone. Donc, il faut mettre les budgets pour que ce marché des biocarburants et des SAF fonctionne. Au passage, j'ai quand même une petite question. Je ne vais pas embêter mon voisin.
Damien, mais avec 200 millions sur les biocarburants, on fait quoi? Vu les volumes financiers que ça représente. Je ne vous dirai pas la formule que j'ai en tête. Mais c'est quand même une goutte de biocarburant dans un océan de kérosène. Hein. Voilà, je ne l'ai pas dit. Donc, il faut qu'on essaie d'être efficace encore et qu'on fasse émerger des solutions. Moi, bon, on peut taxer l'avion, mais c'est quoi? C'est de se faire plaisir en se disant il y a 2 ou 3% d'émissions et on va les faire payer, bon, parce que c'est supposé être un truc de riche. Je pense qu'il y a des métiers, je pense qu'il y a des gens de tous les territoires qui se cotisent pour se payer un voyage, qui ont besoin, à titre familial, de se déplacer, que c'est un mode de transport qui a de l'avenir, et qu'il faut aimer l'avion. Si on n'aime pas l'avion, bah, les usines partiront. C'est une industrie mondiale. La France a été à l'origine de cette affaire-là. Elle peut s'en enorgueillir, mais il faut qu'on fasse attention. Donc voilà, j'entends ce que dit Pascal de Isaguirre, qui doit être réfléchi, c'est-à-dire que qu'il y ait des taxes, pourquoi pas, qu'on demande au secteur d'investir pour sa décarbonation, ça serait encore mieux. Donc il y a un sujet. Après, on a un deuxième sujet qui est compliqué à côté, qui est que la SNCF et globalement le réseau ferré réclament beaucoup d'argent, tous les ans. Et donc, ça suppose aussi qu'il y ait quand même un dialogue avec le réseau ferré sur comment il continue à se moderniser, comment il continue, comme la DSNA, à être plus productif. Quand même, ce n'est pas un mot tabou dans ces métiers-là. Et comment, du coup, on essaie d'éviter de taxer tout le monde. Parce que, voilà, en tout cas, il faut que les aéroports, les compagnies et les industriels aient les moyens d'aller vers la décarbonation, de mettre de l'argent. Il faut investir beaucoup là-dessus. Voilà. Bon. Et puis ensuite, on a un sujet SNCF qui est compliqué. Et là aussi, il faudra de l'argent, malheureusement. Mais je crois que permettons à l'avion de continuer sa vie avec une exigence qu'il se décarbone vite. Je crois qu'on aurait pu continuer encore longtemps, mais les gens vont commencer à avoir faim. Donc il me reste juste à vous remercier et puis à vous souhaiter une bonne continuation pour ce Barrière Forum.